Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché nous sommes le jeudi 10 août 2017. Alors bienvenue à vous, Valentin Franc, donc pour ce point de marché proposé pour DailyFX France. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent bien avant de poursuivre ce webinaire? Alors Luc qui nous dit oui bonjour, le son et image parfait, merci à vous Luc, bonjour, rebonjour à vous François, j'espère que tout va bien. Daniel, bonjour, bien le bonjour comme d'habitude, son image parfait, bonjour François Hoffman, Daniel également que je salue, Michel, tout va bien, écoutez, c'est parfait, bonjour à vous Michel. Alors au programme aujourd'hui on a eu le statu quo de la RBNZ cette nuit, comme ce qui était attendu depuis maintenant 2 jours, hein. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu un petit peu dans ce webinaire. On avait des stratégies court terme vendeuses qui ont été atteintes, donc on va repasser dessus. Et voilà, aujourd'hui, production manufacturière en Grande-Bretagne, donc ce matin, et l'indice des prix de la production qui seront attendus. Et enfin, l'inflation US qui sera publiée, enfin l'inflation l'IPC, pardon, cette fois-ci, qui sera publié demain, il me semble. Donc on a l'IPP aujourd'hui, qui est également l'inflation sur les produits en sortie d'usine. Donc est-ce que les produits en sortie d'usine augmentent ou pas? Et l'IPC qui mesure l'inflation au prix de vente, c'est-à-dire chez les revendeurs, etc., etc., avec les taxes. Voilà, pour mesurer un petit peu cette différence. Donc en général, quand on a un IPP et un IPC qui diminue, on a une inflation qui est vraiment confirmée à la baisse. Et dès que l'un ou l'autre augmente, enfin diverge, eh bien on n'a pas de réelle direction. En tout cas, on peut pas dire vraiment que l'inflation, voilà, elle baisse. En tout cas, on peut le dire, mais peut-être avec moins de certitude. Alors, trader avec effet de levier comporte un risque élevé et comporte des risques qui ne peut convenir à tout investisseur, excusez-moi. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseil financier si toutefois vous avez des doutes. Euh, DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Bonjour à vous Loyal Glaive, bonjour à vous Jean-Yves, j'espère que vous deux allez très bien. Alors, bilan de l'influence américaine et asiatique, les marchés actions qui continuent de se replier suite à une aversion pour le risque qui est plutôt prédominant, les taux américains qui sont vendus, plus 0,20%, le DXY qui a été vendu hier globalement, le yen qui progresse avec le gold, donc voilà, stratégie d'aversion au risque qui sont à mettre en place. Alors, on regarde un peu plus donc ce calendrier économique rapidement. Alors, on va enlever les annonces faibles. Donc, nous avons la production industrielle à 10h30 avec toutes les statistiques qui vont avec. Balance hors commercial hors UE, donc ça c'est très intéressant pour voir un petit peu l'impact de l'UE, l'impact qu'a le commerce du Royaume-Uni avec l'Union européenne, qui est son premier partenaire économique, et la balance commerciale totale. Donc pour savoir la balance commerciale avec l'Union européenne, eh bien vous soustrayez ce chiffre-là qui va apparaître avec le total, tout simplement. Et donc voilà, donc ça c'est la balance commerciale pour le mois de juin. Donc globalement, s'il y a une balance commerciale qui est négative, ça sera plutôt bien pour. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si la publication de la balance commerciale est plus basse qu'actuellement, c'est pas bien. Mais par contre, si elle est meilleure que ce chiffre, eh bien, ça va être intéressant. Ça va être positif pour le GBP. Simplement parce que quand une balance commerciale est négative, c'est-à-dire qu'elle importe plus qu'elle n'exporte. Et quand une balance commerciale est positive, ça veut dire qu'elle exporte plus qu'elle importe. Donc là, le Royaume-Uni, comme vous pouvez le constater, importe plus qu'elle exporte. Voilà. Et enfin, nous aurons l'indice des prix à la production. Alors, je ne sais pas où je l'ai vu. Indice des prix à la production qui n'est pas affiché sur le calendrier, a priori. Alors, si, elle est mise là. Indice des prix à la production, je ne sais pas pourquoi c'est mis en faible, honnêtement. Normalement, ça devrait être au moins en moyen, je dirais. Mais bon,
indice de prix à la production aux États-Unis à 14h30. Voilà, ce sera les deux annonces globales de la journée. Et voilà, stock de gaz naturel, une décision des taux de la Banque du Mexique. Alors pour être honnête avec vous, je ne suis pas du tout cette banque centrale. A priori, elle a attendu en statu quo. Donc j'irai me renseigner avec mes collègues mexicains et américains qui en savent d'autant beaucoup plus que moi sur la politique monétaire de cette banque centrale. Et donc je reviendrai vers vous dans la journée, donc sur Twitter et sur Facebook. Et enfin la déclaration du budgétaire mensuel des États-Unis, donc qui est attendue en repli, mais avec un déficit moindre que la précédente publication. Alors, je souhaite vous partager ce graphique avec vous, qui est tout simplement les tendances sur le Forex depuis donc une semaine environ, donc hop, 5 jours. Voilà, donc depuis 5 jours, vous pouvez voir qu'il y a le dollar US qui superforme, le CHF, le yen. Tout simplement, on a deux devises refuge, avec le dollar qui rebondit sur un niveau technique. Et enfin, on a le NZD, bien qu'il rebondit depuis hier soir, on va dire, eh bien c'est une devise qui sous-performe avec le CAD et l'euro. Voilà, donc on va essayer de combiner ces stratégies-là sur le bilan des 2 semaines et de une semaine sur le Forex. On a des constantes en commun. On a le yen qui est acheté, qui est bullish, et on a le NZD et le CAD qui sont baissiers. Donc on va plutôt se focaliser sur ces trois devises et croiser ces données-là pour avoir des scénarios de trading. Alors, je passe donc sur la plateforme. Hop, donc si vous avez des questions, si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que je fasse une analyse, n'hésitez pas à l'envoyer dans la boîte de commentaires et voilà, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc l'USDN, la stratégie, vous voyez, bon, elle n'a pas été atteinte. Concrètement, c'était de venir toucher cette oblique haussière, mais vous pouvez voir que hier, le cours a parfaitement réagi dessus. On a des acheteurs qui sont présents sur cette oblique. Donc voilà, ça n'a pas été atteint à quelques pips près, mais bon, je pense que le scénario va être réitéré. En tout cas, si vous avez mis un stop, une limite un petit peu au-dessus de cette ligne de tendance, écoutez, c'est parfait, je pense que vous avez eu votre objectif. En tout cas, le dollar qui reste une devise qui sous-performe pardon, le yen à moyen terme, comme vous pouvez le constater, ici on a une baisse du dollar face au yen, et donc c'est une devise qu'on ne va pas essayer d'acheter, en tout cas sur du moyen terme. À court terme, oui, parce qu'on a un rebond. Si on regarde le DXY, donc qui est le dollar face à un panier de devises majeures, on a clairement un rebond. On a un rebond, on a un RSI qui oriente à la hausse avec une moyenne mobile du RSI qui commence également à s'orienter à la hausse. Donc on a un momentum qui est de plus en plus haussier en tout cas. Donc voilà, DXY il casse la moyenne mobile à 20 jours. Si la cassure est validée, c'est-à-dire si on a une clôture au-dessus de cette moyenne mobile, ce sera un signal haussier, direction les 94,71 points. Excusez-moi. Voilà. Alors, on continue. Eurodoll. Voilà, l'euro qui recule, ce qui soutient un petit peu les indices. Néanmoins, attention parce qu'on a le RSI qui arrive sur 50 et qui arrive également en bas de ce canal ascendant. Regardez un petit peu. Donc voilà. Voilà, on a un canal ascendant dans lequel le RSI, le momentum évolue. On a donc un canal qui a été testé à de multiples reprises. Et donc là, on vient tester le bas du canal et en plus de cela, c'est proche de 50. Donc là, on devrait avoir un niveau fort. Je ne dis pas qu'il faut acheter directement dès que le RSI touche le bas du canal, mais attendons encore une fois la jambe de hausse, toujours attendre la jambe de hausse, toujours attendre voilà l'impulsion dans le sens de la direction avant de passer acheteur ou vendeur. Pour moi, ça me semble assez important. En plus de cela, on est sur un moyenne mobile à 20 jours. Donc là, concrètement, on est potentiellement sur un bon point d'entrée. Je dis bien potentiellement, attendons simplement la confirmation. Parce que si on a une cassure, si le RSI casse 50, si le cours casse la moyenne mobile à 20 jours, alors on pourra attendre le retour sur les 1,15. 1,15 qui sera une super opportunité d'achat. Pour ensuite viser les 1,20 et à moyen long terme, on viendra viser le haut du canal. Donc 1,20 et 1,25, 1,24. Ça dépendra du momentum. Voilà. Donc soyons un petit peu patients. Regardez un petit peu sur du long terme. Donc on a ce pivot là. Moi je pense que c'est possible que après le breakout, l'eurodoll fasse un pullback et ensuite reparte à la baisse.
Voilà, c'est un scénario qui est possible. En tout cas, je suis baissier sur du court terme sur l'euro. Ça fait depuis maintenant quelques séances. Alors François qui nous dit hors boule 1300 voire voire 2000. Alors on va venir après sur le gold. C'est vrai qu'on a une stratégie acheteuse qui se débrouille plutôt bien, mais voilà, on va y venir après. Je préfère qu'on reste sur le forex pour un moment. Ensuite on va passer aux indices et aux matières premières. On reste par topic pour pas trop s'éparpiller. GBP USD. Donc les GBP USD ne décollent pas, comme vous pouvez constater. Donc encore une fois, on a bien fait de ne pas acheter les 1,3 comme ça aveuglement. On attend une jambe de hausse qui n'a pas encore eu lieu. C'est bien. Dans le sens que, eh bien, on va arriver sur un point d'entrée qui est plus intéressant que si on l'avait acheté à 1,30. Donc là, concrètement, le prochain niveau de prix à attendre, je pense, c'est le retour du GBP USD sur ce triangle ascendant. Donc si le cours revient tester le bas de ce triangle, eh bien ce sera potentiellement une opportunité d'achat s'il y a une jambe de hausse. Et s'il y a une cassure, alors on tracera davantage de niveaux de support technique. Voilà. Et on passera à la vente, bien évidemment. Donc le GBP qui est baissier avant la production industrielle, l'euro GBP quant à lui est neutre. Regardez sur du journalier, on n'a que des doji quasiment, en tout cas on a un prix qui est inchangé depuis les 6 derniers chandeliers. Voilà, le cours qui se stabilise autour des 0,9038. On peut voir qu'il y a une pression, enfin qu'il y a un bon niveau il y a un matelas d'acheteurs, j'ai envie de dire. Alors, regardez, un chandelier qui a testé 0,90, qui a rebondi en intraday. Pareil la veille, pareil hier. Et donc voilà, 0,90, ça me semble un niveau de prix très très intéressant pour passer à l'achat. En plus de ça, ça coïncide de plus en plus avec la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 20 jours qui tangente de plus en plus ce niveau de support, ce seuil psychologique. Donc voilà, honnêtement, moi l'euro GBP, je suis haussier. Je suis haussier pour ceux qui ne sont pas à l'achat. Côté 0,90, ça semble un point d'entrée intéressant. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle que l'euro, il est baissier à court terme, donc attendons que l'euro rebondisse pour ceux qui ne sont pas à l'achat sur l'euro GBP pour se positionner. Voilà. En tout cas, l'euro GBP, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on a l'achat. On a remonté nos scénarios petit à petit. Il me semble que c'est par là, hein, depuis les 0,87. Il me semble qu'on a l'achat, je ne sais plus exactement. À l'époque, je traçais plus pas les lignes. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait pas mal de temps qu'on a l'achat sur l'euro GBP. Et petit à petit, voilà, c'est haussier. Maintenant, on arrive sur une zone technique, comme vous pouvez le constater, qui est une résistance vraiment importante. Donc c'est normal que le cours consolide. On arrive sur un niveau de résistance sur l'euro GBP, l'euro dollar, sur l'euro tout simplement. Donc voilà, l'euro est baissier sur du court terme. C'est pas plus compliqué. L'euro NZD, donc il est haussier. Alors c'est pas grâce à la hausse de l'euro, mais c'est grâce à la baisse du NZD. La baisse du NZD qui fait mécaniquement pousser le cours de l'euro NZD vers des niveaux de résistance. Donc l'objectif n'a pas été atteint sur l'euro NZD. C'est le seul objectif des ventes NZD qui n'a pas été atteint pour le moment. Attention parce que bon, on a marqué un plus à 1,6155. L'objectif était à 1,6166. Donc à 11 pips près, il n'a pas été atteint. Mais si on regarde la UDNZD, objectif atteint, objectif d'achat, et qui pourrait encore continuer jusqu'à 1,09, je pense. Donc voilà, donc là l'objectif, il a été atteint. Et maintenant, potentiellement, l'AUD, ça sera du long terme, mais il peut venir, je pense, tester les 1,09, voire même plus, les 1,1 à terme. Donc voilà, ça c'est une stratégie de moyen terme, parce que l'AUD, c'est pas une devise qui surperforme à court terme. Donc voilà, faudra être patient. Je regarde le NZD Yen, on avait une stratégie de vente direction les 0,80, les 80 yens, pardon, donc 1 dollar néerlandais pour 80. Écoutez, c'est toujours d'actu, ça a été atteint. Vous voyez que le cours bute sur ce seuil psychologique. Donc voilà, pour ceux qui sont à la vente sur le NZD Yen, concrètement, je pense que le cours peut aller un petit peu plus bas, étant donné qu'on a le yen qui est la devise la plus forte en ce moment depuis les deux dernières semaines. Donc voilà, le yen qui est acheté en raison de l'aversion au risque. Et si on remonte à la source, ça cause des tensions géopolitiques qui augmentent. Voilà, donc le yen qui progresse et donc fait pression sur le forex.
Le NZD yen, la stratégie court terme pour 80, ça a été atteint. Est-ce qu'il peut aller plus bas? La réponse est oui, mais faudrait être patient. Voilà, faudrait être patient tout simplement. Le NZD USD pareil, l'objectif de vente direction 0,73 a été atteint cette nuit. Donc voilà, ça fait un total de 90 pips sans compter la UDNZD. Donc la UDNZD, on a donc ça c'est vraiment les stratégies court terme, hein, parce que le NZD concrètement, je reste aussi sur du moyen long terme. Voilà, je reste aussi. Donc là on a 1,80, 1,76, 94, donc on a une trentaine de pips si je m'abuse, alors même une quarantaine de pips quasiment, une quarantaine de pips qui vient s'additionner aux 90, donc ça fait 130 pips de gain, voilà, sur les stratégies vendeuses du NZD. L'USD CAD, objectif atteint également hier, 1,2717, donc je pense qu'il peut même continuer à aller chercher les 1,2765, pas grâce au CAD, parce que le CAD rebondit depuis hier grâce à la hausse du pétrole, la hausse du pétrole qui est due au déstockage d'hier, mais voilà, on arrive quand même, on va le voir après, mais le pétrole il est sur un niveau de résistance important. Donc concrètement, il y a potentiellement un biais baissier qui est à venir sur le dollar canadien et donc qui devrait soutenir encore plus l'USD4. Donc l'USD4 concrètement, je pense qu'il peut venir chercher les 1,2765. De plus, le RSI 1550. Donc voilà, honnêtement, pardon, l'USD4 c'est 1,2765 au minimum. Enfin, voilà, c'est l'objectif, tout simplement. Et à terme, ça peut être la moyenne mobile à 20 jours, à 50 jours, pardon, ou même au-delà, hein, ça peut être un 27,60, pardon, c'est quand même un niveau de résistance assez élevé, donc ne soyons pas non plus trop ambitieux, mais voilà. En tout cas, 1,27,17 ça a été atteint. Pour ceux qui veulent prolonger les positions acheteuses sur le SD4, ça sera jusqu'à 1,27,65. Voilà, c'est dit, on est clair. Alors les questions. Alors USD4 1,30 nous dit François. 1,30, honnêtement, pourquoi pas sur du moyen terme, si le DXY confirme son rebond et si le pétrole revient à 45 $, oui, l'USD4, il y a des probabilités qu'il revienne sur les 1,30. Maintenant, voilà, le rebond du DXY, il me semble assez fragile pour le moment. Le pétrole, il n'a pas encore fléchi. Donc, voilà, tant qu'il n'est pas retourné à la baisse, le pétrole, les positions achetées sur SD4 peuvent être mises en place, mais jusqu'à 1,30, pour le moment, ça me semble un petit peu trop tôt pour l'annoncer. Mais potentiellement, oui, si le pétrole vraiment recule, oui, on viendra chercher les 1,30, ça me semble concrètement euh, envisageable. La UDUSD, vous voyez, prise de bénéfice, le RSI qui arrive sur 50, donc attention, on a peut-être une zone de rebond qui arrive sur l'USD CAD. Personnellement, j'attendrai une jambe de hausse avant de prendre une quelconque décision sur la UDUSD. C'est pas parce que le RSI est sur 50 qu'il faut l'acheter directement. Mais en tout cas, les deux dernières fois qu'il était sur 50, là on a eu un point bas qui a été fait, ensuite ça a rebondi. Également ici, un point bas. Donc voilà, je glisse ça juste comme ça, juste pour attirer l'attention dans le sens que, voilà, on est peut-être au milieu de nulle part, mais comme c'était le cas les deux dernières fois lorsque le RSI était à 50. Donc voilà, attendons juste que le RSI rebondit, ça serait suffisant pour payer la UD. Payer la UD face à quelle devise? Bon, l'USD rebondit, on le sait, donc ça serait pas forcément la meilleure paire, mais la UDNZD, ça confirmerait la stratégie acheteuse jusqu'à 1,09 voire 1,1. Si on se met sur du moyen terme, moi j'ai cette configuration sur la UDNZD. Alors, voilà, plus haut, donc c'est parfait. Donc, on va dire que à moyen long terme, si la UDNZD est inscrit dans un triangle, et donc l'objectif technique, maintenant qu'il a rebondi là-dessus, c'est qu'il vienne chercher cette oblique. Et à partir de cette oblique, peut-être que probablement le NZD va superformer, c'est-à-dire que le cours va se replier, le cours de la UDNZD, et dans ce cas-là, on reprendra les stratégies acheteuses de court terme sur le NZD.
Oula, j'ai eu du mal à m'exprimer, excusez-moi. Mais donc voilà, la UDNZD, concrètement, le potentiel haussier, il va jusqu'à 1,1, voire jusqu'à l'oblique haussière de long terme. Et ensuite, peut-être que le NZD reprendra le dessus, et donc les stratégies de moyen long terme deviendront des stratégies de court terme sur le NZD. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du AUD NZD, l'AUD Yen, l'AUD Yen, ouais, on a une stratégie acheteuse qui était jusqu'à 90, qui n'a pas été atteint. Bon, on avait un premier objectif à 89 yens, ça a été atteint, mais voilà. Bon, l'objectif de moyen long terme, il semble pour un moment mal parti. Voilà. L'USD CHF. Alors l'USD CHF retourne sur la moyenne mobile à 20 jours. Le CHF qui est revenu sur son prix de début juillet. Vous en souvenez, en fin juillet sur CHF, on a eu vraiment un pic baissier. Et en début de semaine, c'était le 7 août, je ne sais plus exactement. Bref, le CHF, eh bien, est reparti à la hausse et donc a refait pression sur les cours. Si on regarde l'euro CHF c'est quand même assez bien replié, vous voyez. Donc a priori c'était hier que le CHF est reparti à la hausse et qui a fait pression, vous voyez, sur le forex. Donc voilà, moyenne mobile à 20 jours. Bon, est-ce qu'on achète à ce prix-là? Je ne sais pas, honnêtement. Payer l'euro, comme je vous l'ai dit, à court terme, ça me semble pas une stratégie qui est vraiment intéressante. Et vendre le CHF non plus, parce que le CHF, ça reste une devise de diversification, et dans cette période à risque géopolitique vraiment important, eh bien, le CHF, ça reste une devise qui est recherchée. Et c'est pour ça qu'on a eu ce rebond hier. C'est tout simplement parce que à l'ouverture des marchés européens, ça a payé du CHF. Voilà, donc les tendances à court terme, c'est vraiment achat yen, achat CHF et achat dollar. Le dollar qui rebondit d'un point de vue technique. Mais voilà, pour moi, le yen, ça semble une stratégie de court terme, je dis bien court terme, à acheter. Voilà, le yen, c'est à acheter, tout comme le gold. Et enfin, à l'inverse, on va privilégier les ventes sur le NZD, sur l'euro, sur le GBP et sur le CAD. Voilà, c'est CPR. Donc, si on croit ces données, on a l'AUD yen qui est plutôt intéressant. AUD yen, vous voyez, on a testé ce niveau de support à 86,43. Je pense qu'il peut être de nouveau retesté dans la journée. AUD yen, mais il faut savoir que l'AUD yen, la plupart des volumes se font en séance asiatique, l'AUD, dollar australien, et le yen japonais. Donc c'est globalement situé, ces devises, en Asie, et donc la majeure partie des volumes, et donc la majeure partie des mouvements se font en Asie. À l'inverse, si vous prenez l'euro-dollar, il consolide généralement pendant la séance asiatique, malgré le fait que ce soit la paire la plus tradée sur le forex. Tout simplement parce que l'euro, eh bien c'est dans la séance européenne, le dollar c'est dans la séance américaine. Et donc en séance asiatique, bien sûr ça trade l'euro-dollar, mais il y a extrêmement moins de volume que pendant la séance européenne ou américaine. Voilà. Donc là, UD Yen, si vous êtes baissier, voilà, si ça prend du temps, ça ne sera peut-être pas atteint dans la journée, mais ce soir ou dans la nuit, probablement. Voilà, c'est même pas probablement, c'est voilà, enfin j'ai une grande conviction baissière sur la UD Yen d'au moins pour venir au moins chercher les 86, 85. Voilà, donc là il y a une petite trentaine de pips, c'est à vous de juger si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, j'ai plutôt un sentiment baissier sur la UD Yen. Voilà, le yen, je pense qu'il devrait continuer à super-performer. Et à NZD Yen, voilà, 80. Pour moi, ça peut aller encore plus bas. Alors on va tracer des niveaux de support, excusez-moi, des niveaux de support et résistance de court terme. Alors on se met sur le graphique mensuel et au lieu d'aller chercher des pivots que j'ai l'habitude de faire, on va chercher simplement les prix de clôture, des prix de clôture. Alors donc là, on a un prix de clôture et ici on a un prix de clôture. Voilà, c'est les deux que je constate les plus proches, dans le sens les plus proches du cours, pas les plus proches en termes de temps. Donc voilà, on est sur un fort niveau de support, comme vous pouvez le constater, on a un support psychologique, mais également un support mensuel. Mais le potentiel baissier du NZD Yen, si les risques géopolitiques continuent, eh bien le risque baissier peut se prolonger jusqu'à 79 yens. Donc 1 dollar néerlandais pour 79 yens, voire au-delà. Bien évidemment, ça dépend la force des, comment dire, les tensions géopolitiques, s'ils continuent d'augmenter ou non. Et on aura l'euro-yen qui va être intéressant, l'euro-yen qui est sous pression, il revient sur un support technique important. Alors est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est une bonne question, honnêtement, j'aimerais vous dire oui, mais ça me semble
que l'on a une oblique, on a une oblique haussière. Ça me semble assez tôt pour vous dire d'acheter. Comme je vous l'ai dit, l'euro est en prise de bénéfice. Il pourrait, comment dire, il pourrait se, il pourrait se replier encore plus. Quand on regarde l'euro dollar ou l'euro GBP, on voit que l'euro GBP peut revenir chez les 0,90 et que l'euro dollar peut venir chercher peut-être, je dis bien peut-être, les 1,15. Voilà, donc l'euro yen concrètement, bon là j'ai pas vraiment de scénario. Alors on va essayer de tracer la ligne médiane. Donc pour tracer la ligne médiane, on ne va pas tracer un canal manuellement. On va utiliser, tac, alors je sais pas si j'ai cet outil, voilà, c'est ici, fourchette d'Andrew. Alors je sais pas comment il fonctionne sur, c'est la première fois que je trace les fourchettes d'Andrew sur la Pro Real Time. Voilà, donc ça, il fonctionne comme ça. Hop. Alors comment on peut changer le point? Donc, le point haut, voilà, et ensuite on peut paramétrer pour, normalement on peut augmenter, voilà. Hop. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas descendre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, celui-là n'est pas très important. Mais donc, du coup, là, vous voyez, on est sur un niveau de support d'après fourchette d'Andrew. Et la médiane, écoutez, la médiane se situe par ici. C'est cette droite en violet, donc qui est... voilà, c'est cette droite. Donc, concrètement, ce niveau de prix, un retour sur ce niveau de prix pourrait être intéressant. D'après donc les vagues d'Elliott, alors là, je vais pas faire mon décompte Elliottiste parce qu'il est assez, il va être assez long. Mais là, donc, on pourrait avoir un repli, voilà, 50%, 126, 86, excusez-moi, 126, 86 yens. Ça pourrait être intéressant. Ça coïnciderait à terme avec cette oblique haussière, la ligne médiane du canal. Et, euh, et donc voilà, pourquoi pas. Honnêtement, si on a un retour sur cette oblique haussière, moi je serai acheteur. J'estimerais que l'euro sera intéressant face au yen, tout simplement. Voilà. Donc l'euro-yen, stratégie vendeuse, alors jusqu'à où peut aller l'euro-yen à court terme? Je pense qu'il peut venir chercher la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, ça c'est la stratégie vendeuse. Le yen, de toute façon, c'est la devise la plus forte, comme je vous l'ai dit. L'euro est en repli, le CAD, l'AUD et le NZD. Donc globalement, on va plutôt chercher à combiner ces stratégies-là. Maintenant, si vous êtes un peu plus sceptique sur l'achat du GPY, vous pouvez acheter le dollar US. Le dollar US rebondit depuis une semaine. Si on regarde les tendances du Forex sur les 5 derniers jours, le dollar US, vous voyez, fait mieux que le yen. Vous voyez, sauf que le yen est haussier sur encore du plus court terme. Mais vous voyez, entre le CHF, le dollar et le JPY, c'est ces trois devises les plus fortes. Donc maintenant, en fait, vous avez juste à croiser ces données-là avec les, on va dire, deux, trois devises les plus faibles. Sachant que le NZD, vous voyez, commence à rebondir sur le court terme. Mais par contre, le GBP qui est en rouge et l'euro qui est en bleu, vous voyez qu'ils sont relativement faibles. L'AUD est juste ici. Donc concrètement, euh, Euro CHF, 4 CHF, stratégie vendeuse là-dessus, ou alors Euro dollar, stratégie vendeuse, USD CAD, stratégie acheteuse, ou alors Euro yen, stratégie vendeuse, ou CAD yen, stratégie vendeuse également. Donc là on va regarder le CAD yen, ça fait pas mal de temps que j'ai pas regardé que j'ai pas donné de stratégie dessus, je l'ai regardé hier mais j'ai pas donné de stratégie. On va tracer les niveaux de support mensuels ensemble.
Voilà, alors j'ai pas fait mon code couleur pour le moment, je le ferai un petit peu plus tard pour pas vous faire perdre de temps. Voilà, on va se mettre en journalier. Et donc le CAD-yen, alors je sais qu'il y a une oblique. Voilà, vous voyez, on arrive sur une oblique. On arrive sur une oblique, donc ça peut être intéressant pour une stratégie vendeuse de court terme. Donc stratégie vendeuse jusqu'à, je dirais, 86. 86, donc il y a 43, un petit peu au-dessus de 86 parce qu'il y a cette oblique, donc il y a potentiellement un nombre d'acheteurs important sur cette zone-là. Je ne dis pas que voilà, ça va rebondir parce que je suis plutôt baissier sur le pétrole, donc plutôt baissier sur le CAD. Et je pense donc que le CAD peut s'enfoncer. Mais en tout cas, le premier niveau de support que je constate, ça va être entre 86 et 86 10. C'est-à-dire qu'on a une zone de 30 pips, 30 à 40 pips à exploiter sur du très court terme sur le CAD. Voilà, donc CAD, c'est baissier. On va tracer, voilà, direction 86. 86 et honnêtement, je pense qu'il peut même venir chercher 85 qui est un seuil psychologique. Voilà. Donc pour moi, ça peut à terme aller jusqu'à 85. Encore une fois, tout va dépendre des malheureusement des tensions qu'il y a entre la Corée du Nord et Donald Trump, enfin et les États-Unis. Pardon, je sais pas pourquoi je dis Donald Trump, mais c'est entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc voilà, tout va dépendre des tensions. Si les tensions, comment dire, s'effacent, eh bien le yen, il y aura l'appétit pour le risque va revenir. Je ne dis pas que le lendemain il va revenir, mais l'aversion au risque diminuera en tout cas. Et au contraire, s'il y a des tensions de plus en plus importantes entre ces deux pays, il y a des conflits qui commencent à apparaître, alors le yen, le gold continueront à progresser et feront pression sur le yen fera pression sur le forex. Et le CAD yen s'enfoncera bien au-delà des 85. Il viendra chercher les 83. Voilà. Donc vraiment, tout va dépendre des tensions qu'il y a entre la Corée du Nord, de l'évolution des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. D'un point de vue technique, le cours a cassé la moyenne mobile à 50 jours, le RSI a cassé le niveau de 50, la moyenne mobile associée, vous voyez, comment ça est bien orienté à la baisse, ce qui vraiment indique un momentum baissier. Donc voilà, vraiment, Cadian, on va pas essayer de l'acheter pour le moment. Et surtout que si on regarde un peu le pétrole, moi personnellement, je l'attends à la baisse. Mais bon, ça c'est de la spéculation. Mais concrètement, il est sur un niveau de résistance important. On va y venir tout de suite. On va faire les matières premières. Après, on fera les indices. Mais vous voyez, le pétrole revient sur les 50 dollars. Ça fait depuis le 31 juillet qu'il n'a pas été dépassé ce niveau de prix. Donc, il y a potentiellement, peut-être pas un fort niveau de vendeur, mais en tout cas, il y a une forte zone de prise de bénéfice. Vous voyez, on peut la tracer ici, cette zone. Tac, voilà. Alors, pourquoi c'est... Je suis allé sur l'or. Voilà. Là, il y a une forte zone de prise de bénéfice sur du court terme. Donc il y a environ 50,40 dollars. 50,40 si vous êtes à l'achat. Pour moi, voilà, je ferai plutôt attention. Je serai plutôt vigilant. Euh, Depuis le début de l'année, on voit des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Voilà, donc ça c'est à signaler également. On a une stratégie, on a une ligne de tendance baissière sur du long terme. Regardez si on se met en hebdomadaire. Alors, hop, voilà, déplacer. Hop. Alors, Alors pourquoi ça marche pas? Je pense qu'il faut que je la trace en hebdomadaire. Voilà. Donc, une ligne tendance baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis 2015. Et vous voyez, ça va être vraiment le plafond. Donc c'est à 52 dollars. Il y a un plafond vraiment important. Donc s'il y a un potentiel haussier, je dirais, sur le pétrole, il pourrait l'être jusqu'à 52 dollars. 52, 53, ça va dépendre du momentum. Mais voilà, pas plus. Honnêtement, il y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura de dépassement de cette oblique, à part si il y a une diminution des puits de pétrole en Amérique du Nord et que l'OPEP décide de geler encore plus sa production. Alors là, oui, bien évidemment, ce plafond sera dépassé. Mais tant que d'un point de vue fondamental, ça reste inchangé, malgré les déstockages, les déstockages ne suffiront pas pour soutenir le pétrole au-delà des 52 dollars. Donc voilà, moi le pétrole, j'ai plutôt un sentiment baissier, un sentiment baissier et, euh, et donc baissier sur le CAD et donc voilà, tout simplement. L'or,
l'or qui progresse en raison des tensions. Donc l'or il progresse, il est actuellement à 1279. Donc l'objectif pour ceux qui avaient repris l'objectif donc de avant-hier quand on avait un beau chandelier baissier, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc l'objectif était d'aller jusqu'à 1271. Donc pour ceux qui à plus long terme ont suivi le signal d'achat qui avait été donné le 18 juillet, lorsque le RSI avait cassé 50, je vous le rappelle, eh bien on est pour le moment plutôt voilà, plutôt bon. Alors tac, donc c'était ici environ, voilà, et là on a plus de on a 36,47 $, ce qui fait 3650 pips sur euh, le gold. Voilà, donc ce qui est plutôt intéressant. Et pour moi, mon potentiel, donc comme dit François, c'est 1300 en raison des tensions. Et même sans les tensions, l'or progressait. Il faisait aussi bien que le S&P. Donc ce n'est pas que les tensions qu'il y a entre la Corée du Nord et les États-Unis qui nourrissent le pétrole, mais c'est un contexte politique incertain. On a d'un côté la Fed, on a d'un autre côté aussi Donald Trump qui inquiète les marchés, enfin en tout cas les marchés sont vigilants quant aux annonces de Trump. Un tweet de Trump et ça peut faire changer la direction du marché en intraday. Donc euh, donc voilà, on a des marchés qui cherchent de plus en plus à se diversifier et non pas à se concentrer soit sur de l'appétit ou soit sur de l'aversion au risque. Donc voilà, il y a le S&P, il y a le marché, il y a Wall Street qui ont marqué Wall Street qui a marqué des nouveaux records tout au long de l'année quasiment, et le gold qui a suivi Wall Street, qui fait aussi bien que le S&P 500. Donc voilà, ce n'est pas que la Corée du Nord qui nourrit cette onde d'or, mais c'est un contexte, j'ai envie de dire, global. Voilà, donc le gold, euh, soutenu par cet environnement global et par les récentes tensions qui ont accentué voilà, cette hausse du gold. Et donc mon objectif c'est vraiment 1290, voire au-delà. À terme, on a une oblique baissière que un Twitter, une personne de Twitter m'a signalé. Alors voilà, on a cette oblique baissière en hebdomadaire et en mensuel qu'on peut venir chercher, qui vient chercher tous les points hauts, tous les points les plus hauts depuis le plus haut historique de l'once d'or. Et vous voyez donc le potentiel haussier, il pourrait être jusqu'à 1300, 1300 voire au-delà. Mais vous voyez, on va tester tôt ou tard cette zone-là, et cette zone-là sera un niveau fort. Et à plus court terme, donc on a cette ligne tendance qui a été cassée, vous voyez. Donc voilà, vraiment, on a un momentum qui est haussier, on ne peut pas le nier. Sur de l'hebdomadaire, le RSI est au-dessus de 50, il est plutôt orienté à la hausse. Sur du journalier, c'est pareil, c'est orienté à la hausse. Donc voilà, honnêtement, 1300, 1320, pour moi, c'est une zone de prise de bénéfice. Et si on a une cassure de cette ligne tendance, bon, là maintenant, on est sur du long terme, mais ça sera bougé jusqu'à 1400, probablement. Bref, je suis bullish sur l'once d'or, direction les 1290 à court et moyen terme. Pour ce qui est du marché des actions, donc toujours en repli, on a toujours un contexte politique sous tension. Donc voilà, c'est pas bon pour le marché des actions, pour les valeurs à risque. L'Eurostoxx qui se replie, les stratégies vendeuses, encore une fois, retour à 3461, 3440 qui est l'objectif. C'est vraiment, honnêtement, c'était donné. C'était la stratégie qui avait été donnée hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'était stratégie vendeuse sur les indices américains, européens, parce qu'ils étaient sur des niveaux de résistance importants. Le CAC qui a rebondi hier sur les 5110 points, un support mensuel important. Néanmoins, je reste baissier sur le CAC, direction les 5080, même les 5000 sur du moyen terme. Je vous rappelle que le mois d'août et le mois de septembre, c'est les pires mois pour le CAC. On va regarder ensemble une étude que j'ai fait en mai-juin, et que j'ai publié une partie dans le guide de trading indice sur le site DailyFX. Je ne sais pas si vous avez téléchargé le guide de trading, mais il y a un guide de trading, donc indice, voilà, qui est juste ici. Vous avez juste à télécharger et il y a une partie de mon étude sur le CAC 40, les meilleurs et les pires mois où investir sur le CAC. Et donc on va voir ça ensemble. Alors, je vais juste mettre mon écran en pause le temps d'aller chercher le dossier, parce que vous comprendrez bien que voilà, il faut que je n'aimerais pas que vous connaissiez tous mes dossiers que j'ai dans mon ordinateur. Bref, donc j'ai fait une étude sur le sell in May. On a tous entendu la fameuse adage sell in May and go away.
Ce qui veut dire, en français, vendre en mai et s'enfuir, enfin, et partir du marché. Voilà. Alors, normalement, vous devriez revoir mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous revoyez mon écran, s'il vous plaît? Et nous, votre voix nous dit François. Voilà. C'est Edouard. Oui. Alors, donc voilà, ça c'est mon étude. Donc là, on a des indices majeurs. Donc Dow Jones, S&P 500, Eurostock 50, Eurostock 600 et le CAC en rouge. Et vous pouvez voir donc en août et septembre qui est le pire, tous les indices, donc depuis 1985, hein, là c'est la moyenne mensuelle de chaque indice depuis 1985. Et on a la moyenne en violet. En violet, c'est la moyenne de tous ces indices, Dow Jones, S&P, Eurostoxx, voilà. Donc il y a un point en commun, vous voyez que globalement les marchés sont plus ou moins corrélés, mais le point le plus bas, la pire performance des indices depuis 1985, statistiquement, c'est en septembre. Donc on ne va pas chercher à payer des actions, et c'est pour ça que malgré bon les petites impulsions haussières qu'on a sur du court terme, et qui pour moi sont des pièges haussiers, eh bien depuis que j'ai fait cette étude-là, honnêtement, je ne peux quasiment, en tout cas, voilà, il y a plus de probabilité que les indices européens et même américains, à part le Nasdaq sort de ce lot-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais j'ai fait une étude sur le Nasdaq, on pourra le voir ensemble si vous voulez. Hein. Mais vous voyez que vraiment, août, septembre, c'est les pires mois où investir. Statistiquement. Et en particulier sur les indices européens. Regardez, les indices de Wall Street, encore, ils font moins 1% en moyenne, un peu moins de moins 1%, mais les indices européens, l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 600 ou même le CAC, c'est environ moins 2% en septembre et moins 1% au mois d'août. Donc ça fait un total de moins 3%. Donc voilà, il y a une marge, on est au début du mois d'août, on a encore statistiquement plus de 7 semaines où le CAC devrait faire son point bas, où on a 7 semaines potentielles baissier. Donc pour moi, les 5000 points seront potentiellement à voir. Attendu, en tout cas, moi je reste patient. Je ne vais pas acheter le CAC en plein mois d'août. Ça me semble un petit peu, ça me semble pas raisonnable, tout simplement. Et regardez un petit peu le gold depuis 1985, juillet, août, septembre. Bon, on n'a pas vraiment de cycle hein, sur le gold, contrairement au CAC, où on va voir le CAC, alors tac tac tac. Le CAC, vous voyez, on a un cycle, hein, le point bas qui fait fin septembre, et ensuite le point haut, vous voyez, sell in May, donc le mois de mai, c'est même pas mai hein, sur le CAC. En fait, le sell in May, ça vient de Wall Street, et donc Wall Street, si vous regardez le Dow Jones ou le S&P, voilà, S&P, sell in May. Vous voyez, c'est pas pour le CAC à la base. L'adage, il a été fait aux États-Unis. Et donc sell in May, vous voyez, le mai, c'est le dernier mois où globalement vous avez le cycle haussier. Donc le cycle haussier sur le marché des actions américains, ça se fait de fin septembre à fin mai. Voilà. Et ensuite, ça varie. Le CAC, ça va être un peu plus tôt, ça va être un peu plus précoce, ça va être avril. Avril, c'est la fin du cycle haussier. Voilà. Bref, donc le gold, il n'y a pas de cycle vraiment, mais en tout cas, on peut voir qu'il s'apprécie en période de juillet, août, septembre, tout simplement parce que la volatilité a tendance à augmenter. Si vous regardez l'étude statistique du VIX, je ne l'ai pas fait, mais le VIX augmente en juillet, août, septembre, tout simplement parce qu'il y a des plus faibles volumes, il y a des prises de bénéfices. Donc voilà, le VIX augmente, le gold augmente, et je suis sûr. Enfin, je suis sûr, non, je ne suis pas sûr, mais je pense que si je fais une étude sur le yen devrait progresser également en juillet, août, septembre. Voilà. Et enfin, le Nasdaq, voilà, tant qu'on y est. Nasdaq, voilà, il n'y a pas vraiment, vous voyez, août, septembre, alors août, je sais pas pourquoi il est en rouge, tac. Voilà, août, il continue à progresser. Bon, on a deux petits retracements, mais voilà, rien de bien méchant alors là, pardon, c'est le Nasdaq. Je sais pas pourquoi j'ai mis le S&P, mais je vous rassure, c'est l'indice Nasdaq. Voilà. Donc c'est l'indice Nasdaq depuis donc 1985. Je vais vérifier ces données, mais tac, tac, tac. Voilà, donc voilà, 112, c'est bien ça. Donc vous voyez le Nasdaq qui sort un petit peu du lot. Vous voyez qu'il y a vraiment, c'est tout le temps aussi quasiment. Bref. Voilà, c'était juste cette petite étude que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé en tout cas. Donc voilà, conclusion pour ces indices européens. 5100 pour moi ça me semble être un scénario qu'on va avoir dans les prochaines séances, mais honnêtement, vu l'étude statistique, je pense que il pourrait aller bien plus bas. On a potentiellement encore 7 semaines de baisse sur le CAC. Donc pour moi, d'ici 7 semaines,
il pourrait concrètement aller jusqu'à 5000 points. Maintenant, si on arrive en fin septembre et le CAC est toujours à 5100, eh bien écoutez, je passerai haussier sur les 5100 parce que ça fera plus de 2 mois qu'il évoluera sur les 5100, le CAC aura donc démontré que les 5100 sont solides. Et en plus de cela, on arrivera à un début de cycle haussier. Donc voilà, concrètement, on paiera les 5100. Mais pour le moment, on est en début août, on a les 2 pires mois de l'année quasiment qui sont là, qui sont devant nous. Donc on ne va pas chercher à payer le CAC. L'Eurostoxx, c'est pareil, on l'a vu, donc 3400, 3440 qui est l'objectif de court terme pour du swing trading, voilà, qui avait été donné il y a 2-3 jours il me semble. Et le DAX, encore une fois, moi mon objectif c'est un retour à 12 000. Il y a un support à court terme à 12 090, donc pour les stratégies vendeuses en intraday, le take profit se situe à 12 100 points. Voilà, 12 100 c'est la prise de bénéfice pour les stratégies vendeuses de court terme. Je ne dis pas qu'il faut acheter ce niveau de prix, mais c'est la prise de bénéfice vendeuse. Maintenant, pour du swing trading ou pour du moyen terme, c'est-à-dire pour les prochaines semaines, eh bien c'est 12 000. 12 000, c'est mon objectif. Parce que si on a un Eurostoxx qui est orienté à la baisse, un CAC qui est orienté à la baisse, c'est peu probable que le DAX soit orienté à la hausse. En tout cas sur du moyen terme. Il y a des séances où bien évidemment le DAX progresse et le CAC recule. Mais voilà, si on les superpose, vous les avez déjà vus, ces graphiques-là où on superpose le DAX, le Eurostoxx et le CAC, eh bien, ils ont la même tête. Voilà. Le FTSE, alors le FTSE, voilà, 7550, prise de bénéfice, c'est autour des 7500, voilà, la prise de bénéfice, elle se fait au niveau de ce prix-là, du ce psychologique, il y a un pullback, il y a une ligne de tendance haussière. Bon, moi écoutez, j'ai pas grand-chose à dire sur le FTSE, dans le sens c'est pas un indice qui m'intéresse, il fait une faible performance depuis le début de l'année, seulement 4%, contrairement au CAC ou au DAX, l'Eurostoxx, le S&P qui font quasiment le double, voire plus du double pour certains. Donc voilà, le FTSE, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. En revanche, l'analyse technique donne un niveau de résistance à 7550, comme je viens de l'indiquer, qui est le précédent plus haut. Donc voilà, pas de dépassement de cette zone-là en période d'aversion au risque et en période où statistiquement les indices mondiaux ont tendance à retracer. Donc voilà, pour moi la prise de bénéfice sur le FTSE, ça se fait sur les 7530, 7550 et les stratégies acheteuses eh bien, se font sur les 7330. Voilà, 7330, pourquoi pas envisager de payer le FTSE pour viser 7500, ce qui fait 200 points, 250 points de gain. Donc voilà, pour ce qui est du FTSE, voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour du marché. J'ai pris un petit peu de temps aujourd'hui, excusez-moi, 50 minutes. Mais bon, j'espère que ça aurait été clair. En conclusion, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoint très peu de temps, il y a très peu de temps, stratégie vendeuse sur le CAD, le NZD, le GBP et l'euro sur du court terme. Quand je dis du court terme, c'est de l'intraday, voire 2-3 séances. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la fin de semaine. Donc pour la fin de semaine, baissier GBP, baissier NZD, baissier euro, baissier CAD. Attention parce que le GBP, on a des annonces économiques ce matin qui vont tomber dans 3 quarts d'heure et qui seront peut-être qui influenceront le cours du GBP, ça c'est certain. Donc peut-être mettre le GBP de côté. Mais en tout cas, NZD, euro et CAD, pourquoi pas chercher à vendre ces devises-là et au contraire acheter le JPY ou le dollar US. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous donc demain à la même heure pour le prochain point de marché. Et sinon, Yoaf en proposera un à 14h30 comme vous avez l'habitude. Encore merci et à demain.